Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Julie Aîné, je suis la directrice des relations extérieures de l'ESAM Caen Cherbourg. Pour cette conférence, vous allez pouvoir interagir en direct avec Mathieu Layellon, qui est le directeur de la classe préparatoire, Florent Dubois, Magali Garçon, qui sont enseignants dans cette classe préparatoire, ainsi qu'avec les élèves, voilà, qui sont présents dans leur atelier aujourd'hui pour cette journée porte ouverte pour répondre à vos questions et on en les remercie. Donc voilà, cette classe préparatoire donc, située sur notre site de Cherbourg qui accueille chaque année une quarantaine d'élèves, essentiellement issus du lycée, mais pas que, et dont le but est de proposer en un an une formation vous permettant de passer, on l'espère avec succès, les concours d'entrée des écoles supérieures d'art et de design. Donc voilà, une conférence d'une petite heure et je passe sans attendre la parole à Mathieu et à toute l'équipe de la prépa. Merci Julie. Donc voilà, on attaque. Sans se répéter par rapport à ce matin, comment vous souhaitez aborder la chose? La première motivation quand vous avez entendu parler de la classe prépa de Cherbourg, ou est-ce que, ou alors, si c'est pas Cherbourg, c'est les classes prépa en général. Comment vous avez opéré cette recherche pour arriver jusqu'ici? C'était quoi le processus? Donc, je vous pose cette question parce que tout le monde là qui nous entend et nous regarde se pose cette question en ce moment. Donc c'est quoi les réponses que vous avez par rapport à cette quête de cette formation préparatoire? C'est quoi vos critères? Ouais. Pourquoi une classe préparatoire? Et puis après, peut-être pourquoi celle de Cherbourg? Ouais, les critères, les points que vous avez retenus qui ont fait que voilà, vous êtes venus jusqu'ici sur notre presqu'île. Alors, classe prépa, c'était pour avoir un Alors, parlez plus fort comme ça. Pour avoir un avant-goût de ce que c'était que les études d'art. C'est je pense que c'est une bonne bande-annonce, on va dire, de ce que ça peut être. Et aussi pour se préparer au mieux au concours et voir quelle école pourrait correspondre au mieux à ce qu'on cherche et à qui on est et à notre travail. Et celle de Cherbourg parce que il n'y a pas, on va dire que c'est, je pense, la moins académique. Sur certains points, on n'a pas le cours de modèle vivant, mais des choses plus larges, peut-être plus personnelles, qui permettent d'exprimer au mieux qui on est dans notre travail. On n'est pas vraiment, on ne doit pas rentrer dans un carcan de on va apprendre à bien dessiner au fusain. Vraiment, on peut, mais pas que. Oui, on peut. Ouais. Mais pas que. Je pense que c'est le mais pas que qui est le plus important. C'est surtout le mais pas que, en fait. Ouais. Ouais, parce que de fait, notre prépa, après, voilà, on ne va pas s'en vanter, mais c'est une des caractéristiques, c'est que on combat les effets virtuoses ou l'académisme, en effet. Comment vous pouvez rebondir par rapport à ça? Et à nouveau, on a une petite remarque dans le chat. N'hésitez pas à parler plus fort parce que c'est pas forcément évident de vous entendre. Désolé à nouveau. Je sais qu'avec le masque, c'est vraiment pas drôle. Désolé. Allez-y, allez-y. Cette question d'académisme. Parce que bon, vous la posez, Kenza, en effet, déjà en classe prépa. Alors que voilà, on pourrait s'attendre que cette formation ou ces préceptes académiques arrivent après aux Beaux-Arts, dans une école d'art. Mais déjà, vous sentez ça? C'est un petit peu des choses un peu clichés qu'il peut y avoir où il faut savoir bien. C'est très près là. Il faut savoir tout bien dessiner, tout ça. Et là, ici, c'est pas ce qu'on nous demande initialement. On nous demande d'être curieux, d'avoir une ouverture d'esprit, de ne pas se fermer à ce qu'on va nous faire découvrir. C'est le plus important. Donc, c'est vrai que quand on recherche une école d'art, c'est parce qu'on a besoin, enfin, une prépa pour les écoles d'art, c'est parce qu'on a besoin d'acquérir des connaissances ou des compétences pour pouvoir rentrer dans une école d'art. Donc, moi, j'avais tenté des concours et avec le Covid, c'était compliqué, tout ça. Et je me suis dit que j'allais quand même tenter la classe prépa parce que justement, si je ne réussissais pas mes concours, ça me permettait de les retenter l'année d'après avec
un bagage plus important et beaucoup plus de connaissances. Alors oui, de fait, la classe prépa a cette mission, c'est-à-dire d'asseoir des fondamentaux, des connaissances théoriques et des cours pratiques, voilà, pour tout simplement manier le crayon, l'appareil photo, ou, pour faire de la vidéo, etc. etc. Après, c'est pas avec des visées technicistes ni virtuoses. Hein. Bon, on va pas se répéter, on l'a bien compris. C'est surtout pour découvrir, pour s'initier, découvrir et développer des pratiques personnelles. Est-ce que vous pouvez parler de vos pratiques personnelles, ce que vous avez développé cette année, Ivic? Oui. Oh là, c'était quoi la question? Parlez de vos pratiques. Comment vous avez mis en place, du coup, vos pratiques, celles qui vous appartiennent? Il y a celles qui sont initiées dans le cadre pédagogique, c'est-à-dire Oui, c'est ça. dans l'offre pédagogique de la prépa, et puis il y a celles qui sont arrivées petit à petit Oui, et qui vous singularisent. oui. Mais en fait, tout a commencé dans le cadre de la prépa. En fait, j'ai appris des choses en cours qui m'ont permis de nourrir mes travaux personnels. Alors, ma singularité, en fait, elle est venue des cours. Oui. Je sais pas si c'était en... Ouais, c'est ça. Et Pourtant, il y avait déjà quelque chose en place. Quand on vous a connu la première fois au mois de juillet à l'admission, vous aviez déjà un bagage. oui. Comment s'est opéré ce passage entre l'admission à aujourd'hui? Bah, ça a beaucoup, beaucoup évolué parce que déjà, là, on a plein de liberté de toucher un peu à tout. Alors, je faisais beaucoup de dessins et là, je me suis mis à peindre, à faire des vidéos, même la performance, j'ai commencé un tout petit peu. Utiliser des objets, des draps, des Oui, choses comme ça? des objets, des choses que j'avais pas, c'était pas forcément évident avant que j'avais cette liberté. Et là, je sens que je peux tout faire. Ouais. Alors, ça a beaucoup évolué. Et vous souhaitez tenter quoi comme concours? Moi, Cergy, Lyon, Bourges, après Caen aussi, évidemment, Rennes et Saint-Étienne. C'est beaucoup. D'accord. Ouais. Par rapport à cette logique de concours, est-ce que vous pouvez aider du coup les éventuels candidats à la prépa? Qu'est-ce que ça veut dire là quand on s'intéresse à une classe prépa? Qu'est-ce que ça signifie concours, passer des concours, sachant qu'on n'est pas encore en classe prépa? Niels. Tout d'abord, pour les concours, on choisit plusieurs écoles avec des domaines qui nous intéressent, avec des fois la région où est placée l'école, le lieu. Il peut y avoir plein de critères, même dans des pays étrangers comme la Belgique, la Suisse, c'est vraiment libre. On choisit plusieurs écoles et après. Combien? C'est 4 minimum. Mais on en choisit beaucoup plus au début. Et après, on voit qu'il y a une école, par exemple, là, qui est un peu moins bien pour nous, qui fait ça moins bien ou ça mieux. Donc, on va trier. Et à la fin, il faut avoir minimum 4 écoles et passer minimum 4 concours. Ouais. Et après, on est pris normalement dans les 4. Normalement. Ouais, moi, la prépa m'a beaucoup, beaucoup aidé à choisir mes écoles parce que je ne comprenais pas forcément la différence entre les écoles. Et du coup, là, je comprends mieux. Les profs ils nous aident vraiment à comprendre les meilleurs endroits où il faut aller, quelle école où tu vas mieux t'adapter. Désolée, excusez-moi, je ne parle pas français. Mais vous parlez très bien français, Ivic. Ivic, qui est brésilienne. Oui, je suis brésilienne. Et ouais, du coup, ça c'était un point fort pour moi dans la prépa. C'est une année dédiée à l'orientation. C'est une année vraiment dédiée à l'orientation. Et on a une équipe pédagogique qui connaît très très bien les écoles et qui permet d'adapter vos envies, vos pratiques, comment trouver la bonne alchimie entre votre projet en termes de pratique plasticienne et votre projet d'études. C'est trouver la bonne adéquation et vous emmener là où il faut que vous alliez. Ouais. Voilà. OK. Quoi d'autre? Peut-être préciser, Mathieu. Magali. En effet, la bonne connaissance des écoles, on l'a aussi grâce au réseau.
au réseau qui est voilà, maintenu, et le lien très fort qu'on établit avec nos prépas, nos anciens prépas, qui en fait ne manquent pas de nous donner leurs nouvelles en tout cas. Et du coup, voilà, ils rentrent dans des écoles, ils nous font en fait un petit peu un retour sur leur parcours, comment ils se sont inscrits, comment ils ressentent cette école, comment ils vivent cette école. Et nous, fonction de ça, on a en fait des livrets et nos nouveaux prépas peuvent rentrer en contact avec eux. Et en fait, comme ça, j'ai envie de dire, nourrir leurs informations à la fois du site des écoles et de ce retour du vécu que d'autres ont pu appréhender de l'intérieur. Et comme ça, voilà, ça permet qu'ils aillent en pleine connaissance de cause vers telle ou telle destination. Donc ça, c'est vraiment une richesse qu'on a au sein de cette prépa, quoi. Vraiment une relation de confiance sur le temps présent avec nos prépas, mais aussi sur le long terme pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment. Donc merci Magali, oui, en effet, de rappeler ce point. Donc à Cherbourg, on a mis en place ce qu'on appelle voilà, l'annuaire des anciens prépas. Et en effet, nous sommes en lien avec même les élèves, ex-élèves de la première promo, notamment Jordan en 2012. Bien sûr. Le plus ancien étant Jordan, qui actuellement est à Londres. Méline, Mathilde, qu'on côtoie toujours, bien sûr, et à qui on demande conseil. Il y a aussi, donc ça c'est vraiment un réseau actif de cet annuaire, hein, tel qu'on l'appelle ici. Tous les ans, voilà, cette année en particulier, vous avez pris contact avec certains anciens élèves. Et il y a aussi le réseau qui commence à s'étendre entre les classes prépa publiques de l'APA. C'est-à-dire que, pour rappel, l'APA, c'est ce qui associe toutes les prépas publiques. Donc, il y en a désormais 22. Donc, je vous invite à consulter le site de l'APA pour vous repérer voilà, dans les prépas françaises. Et là, notamment, j'ai été en lien avec des étudiants, des anciens élèves de la prépa de Marseille, parce que je demandais des renseignements sur Marseille, tout simplement. Et on a eu 5 volontaires pour répondre aux questions de nos prépas de la promo actuelle. Donc ça, c'est vraiment ce point fort que vous avez dans les prépas publics. C'est ce lien que vous pouvez tisser entre les promos passés et du coup à venir, puisque c'est un annuaire ouvert, mais qui n'est pas exclusif à notre prépa, il s'étend donc au réseau APA. Et c'est très, très, très bien. Vous en avez profité du coup cette année? Oui. Ouais. Vous avez été en lien avec qui? Mia? J'ai plus les noms exacts, mais pour non, vous n'avez pas des noms. Strasbourg ouais. notamment. Avec Comme, Ambre, peut-être, ouais. Ouais, c'est ouais, ça. Comme il n'y a pas de porte ouverte pour l'école de Strasbourg d'habitude, c'est toujours le site de Mulhouse qui fait des portes ouvertes. Et c'était vraiment bien de pouvoir discuter avec eux, leur poser des questions, préparer les dossiers notamment, préparer le concours. Donc c'est la force d'une prépa, en effet, c'est d'avoir les anciens élèves, comme aujourd'hui, voilà, pour avoir des témoignages. Voilà, tout à fait. Ok. On a parlé donc du coup de ce que nous faisions en termes de concours. On n'a peut-être pas suffisamment parlé des pratiques. Est-ce qu'on peut parler dans le détail des pratiques, des contenus? Parce que quelqu'un qui s'intéresse à une formation veut savoir ce qu'on y fait. Alors bien sûr, vous avez, je vais vous montrer en partageant l'écran. Du coup, vous voyez sur le site de l'ESAM, vous avez la mission. On pourra y revenir après. Et vous avez surtout formation, voilà, où on vous précise les objectifs. Voilà, une présentation globale, mais surtout en bas, sur le petit bandeau, vous avez le livret de la prépa. Donc, notre super équipe de la communication à Caen nous a fait ce tableau avec... ça se présente, vous voyez, un peu comme un tableau, comme dans le supérieur. D'ailleurs, c'était la vocation de ce tableau, c'était un peu d'imiter ce qui se fait dans le supérieur. Donc, c'est comme si vous aviez des unités de valeur, même si, bien sûr, en prépa, on ne parle pas d'unités de valeur puisque nous ne validons pas de CTS ni de crédit, mais vous avez donc les contenus et puis une répartition par heure.
Donc, vous voyez, ici, vous avez 90 heures de workshop. On ne va pas vous dire quel workshop, si on clique dessus, si ça s'ouvre, quel workshop vous allez faire, ça va être une présentation générale. Mais par contre, vous avez des choses bien plus précises, comme par exemple textile avec Claudine Puget, image en mouvement, Jérôme et Arthur. Donc là, ce sont des approches plus techniques qui vont vous permettre d'ouvrir, d'initier de nouvelles pistes de recherche. Voilà pour le détail. Alors vous, maintenant, Akivitch, je quitte l'écran, on avait quitté, pardon, on avait, Ivitch avait parlé de ses pratiques, on avait parlé de la question de l'académisme. Qu'est-ce que vous avez découvert au-delà de ces notions? Qu'est-ce que, voilà, à l'approche des concours, qu'est-ce qui se passe pour vous par rapport à ces pratiques? Comment vous les organisez? Qu'est-ce qui a émergé? Qu'est-ce que vous avez à dire? Pardon? Voilà, par exemple, en partant des cours. On peut peut-être partir du début de l'année où justement on n'avait pas forcément tous une pratique affirmée sur ce qu'on voulait faire, parce qu'il y en a qui justement font la prépa parce qu'ils ne savent pas vers où ils veulent se diriger. Et du coup, c'est vrai qu'au tout début de l'année, on touche un peu à tout, on apprend plusieurs choses différentes, et puis au fur et à mesure, on se sent plus à l'aise avec certaines pratiques, et du coup, on choisit cette pratique-là parce qu'on l'aime bien, et donc on va plus travailler là-dessus pour l'améliorer encore et s'orienter vers des écoles. Mais ça veut dire quoi en fait ce que vous dites? Ça veut dire que la classe prépa, elle a quel rôle par rapport à l'initiation et puis l'accompagnement des pratiques? On nous accompagne, on nous fait découvrir des choses, et puis est-ce qu'on impose des choses qu'on sait déjà aussi. Ouais. C'est vraiment c'est des choses qui, au fond de nous, des fois on le sait. Par exemple, on sait, moi je savais que j'étais attirée par le design graphique, mais il y a des choses que je connaissais pas vraiment. Je manquais parfois de références d'artistes, et donc en nous accompagnant, on nous aide à développer ce qu'on a déjà en fait. C'est pas des choses qui sont forcées, pas des choses où on nous dit vous allez faire ça, 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 comme ça. C'est très très libre. On nous donne des pistes et c'est à nous de faire le travail en fait. Qu'est-ce qui est forcé, pour reprendre votre terme, qu'est-ce qui est forcé, imposé dans la prépa? Aller à la bibliothèque. Voilà, par exemple, voilà, il y a des petits modules de recherche documentaire obligatoires à la bibliothèque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Faire des choses. Faire des choses, ouais. Lilith, on vous écoute. Qu'est-ce qui est forcé? Ouais, parce que, attention, là, vous êtes à la place d'élèves, mais en face de vous, vous avez des futurs candidats. Donc, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'être rassurés? Peut-être que vous pouvez parler, quand je parle de forcer, j'entends par là le cadre, l'offre pédagogique, le cadre, qui est plutôt rassurant. Donc, il faut venir au cours. Il faut venir au cours, ça, oui. Oui, c'est Mia qui m'a soufflé ça, la ponctualité. Alors bien sûr, il y a un cadre, il y a des obligations, des règles, parce qu'il y a des besoins, vous venez pour ça. Ça marche mieux quand on est ponctuel, quand on est assidu. Courtoisie. La courtoisie aussi. Bonjour, merci, au revoir, voilà, ça marche aussi, bien sûr. Répondre aux mails aussi. Ça, c'est pas mal. Ça à apprendre. Après, il y a un cadre, mais on reste assez libre dans ce cadre-là, je trouve, parce qu'on a des temps de recherche individuels où on doit être présent à l'école, ou alors si on veut aller ailleurs, il faut qu'on précise ce qu'on veut faire, parce qu'il faut quand même travailler. Mais pendant les temps de recherche individuels, on est tout seul, entre guillemets, c'est-à-dire que ce n'est pas un cours, il n'y a pas un prof derrière nous nécessairement qui va nous dire de travailler sur une certaine thématique, on développe notre travail suite à un cours. Est-ce que vous parlez de ce processus, parce que donc il y a ce qui est initié en cours, puis il y a après, donc le temps de recherche individuelle, c'est-à-dire qu'on va vous donner dans l'emploi du temps 3 heures jusqu'à 6 heures, jusqu'à 9 heures de recherche individuelle en journée. J'ouvre une parenthèse, en dehors du plan sanitaire et du Covid, l'école ferme à 22 heures. Bon, là, c'est comme tout le monde, on ferme à 6 heures, c'est terrible. Donc voilà, mais vous avez du temps. D'autres formations préparatoires parleront de jusqu'à 35 heures de cours. Nous, on va être sur une moyenne de 28.
Et pour nous et pour les élèves, c'est très, très important d'avoir ces temps de recherche individuelle inscrits en semaine pour pouvoir bénéficier, bien sûr, de la bibliothèque que vous adorez, de la salle informatique, des ateliers où vous pouvez travailler avec nos techniciens pédagogiques. Allez-y, Non, puis c'est continuez. vrai, on est indépendant aussi, du coup, en recherche individuelle. Enfin, comme on en a vraiment beaucoup, en fait, enfin, si on cumule de toute l'année toutes les recherches individuelles qu'on a pu avoir, on en a eu beaucoup. Et en fait, on devient aussi indépendant dans notre pratique. Ça nous permet de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire. Enfin, ça permet en fait de nous laisser du temps pour soit se réapproprier des techniques qu'on a pu voir en cours, comme par exemple la peinture. On a une initiation de je ne sais pas combien de jours, mais de 6 jours ou 5 Ouais, 6 jours. 4 jours, 6 jours ou 4 jours. Et ensuite, et ben après, on peut se l'approprier. Enfin, on peut réfléchir à continuer ce cours, mais avec ses propres thématiques ou alors ses propres moyens, essayer des nouvelles choses. Et ce qui est intéressant en recherche individuelle, c'est qu'en fait, on est hyper libre. Enfin, même si en fait, on n'est pas. Enfin, c'est pas qu'on n'est pas libre, on est hyper libre. Mais il y a quand même, on peut aller voir les profs tout en questionnant, en nous demandant si voilà, on se perd pas. Ou... Oui, mais quelle est la cible à atteindre, l'objectif? Parce que de fait, vous mettez en place des pratiques, mais à la fin, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire, ouais, Kenza? C'est de pouvoir construire un travail des expérimentations du moins assez singulières et propres à... Mais à la fin, vous en faites quoi de ces pratiques? On l'a dans le dossier. Ah ben voilà. Soyons pragmatiques. En effet, le cadre de la formation prévoit bien sûr tout ça. C'est-à-dire que si vous avez des temps de recherche individuelle, c'est pour que vous œuvriez seul, mais pour avancer vers donc bien sûr l'autonomie dans des pratiques autonomes. Et ces pratiques autonomes, vous allez donc c'est l'interprétation de la pédagogie, du cadre. Et ces pratiques, vous allez bien sûr les placer dans un dossier artistique qui sera présenté bientôt pour vous au concours et bientôt envoyé puisqu'on a des deadlines à respecter. Donc ça, c'est très important de le dire. Pourquoi? Pour éviter en fait tout formatage, puisque nos classes prépa, c'est ce qui est souvent dit, c'est que les classes prépa formatent. Ça, c'est l'avis des jurys de concours bien souvent. Alors nous, on a travaillé sur cette notion depuis qu'on a eu ce retour. Et est-ce que vous pensez, parce que là, j'aimerais que vous témoigniez, est-ce que vous avez l'impression que vous allez avoir un dossier formaté? Bah non, déjà juste la preuve, c'est que en fait, si on a pu un peu regarder pendant qu'on faisait les dossiers pendant un mois, on a tous des dossiers vraiment hyper différents. Enfin, je veux dire, même si par exemple on prend la céramique, on a mis beaucoup de céramique dans nos dossiers, et pour le coup, c'est des céramiques totalement différentes qui questionnent des choses différentes. Donc après, même au niveau des références, c'est une ouverture d'esprit, ça nous permet de pousser, mais c'est toujours dans des références, comme on disait, de cœur. Enfin, c'est essayer d'aller chercher ce qui nous intéresse et ce qui nous anime avant tout, avant d'avoir forcément des références pour des références. C'est exactement ça. Alors, Florent attendait cet instant avec impatience. Florent Dubois, donc, qui est notre enseignant en céramique, mais pas que, c'est-à-dire que tu es spécialisé dans la céramique, mais tu es artiste, tu fais de la peinture, tu es peintre, tu es plasticien. Voilà, moi j'interviens comme ma collègue Magali qui est à côté de moi. On est quelques profs à être un peu multitâches, multicasquettes, donc on est à la fois notre cours respectif, donc céramique pour moi, plutôt dessin ou pratique graphique pour ma collègue. Et en plus, on intervient sur d'autres choses, donc Magali dans le soutien et le conseil pour la rédaction des lettres de motivation, moi pour plutôt ce qui est le dossier visuel, comment justement on assemble différents projets, comment on en parle, comment on les présente, quelles sont les normes en fait, qui sont demandées, etc. Et oui, donc moi, une grosse partie de mon travail, c'est l'enseignement de la céramique, donc plutôt en début d'année, où j'essaie, comme disait Lydie, en fait, voilà, que tout le monde ait la même base pour se saisir des outils qui sont proposés à l'école, que tout le monde ait les mêmes cartes en main, mais qu'ensuite, une fois que les cartes sont distribuées, que chacun, en fonction de ses envies, en fonction de ce qu'il a besoin de faire, de ses idées, se saisisse de la céramique pour en faire ce qu'il a envie. Et c'est là où je réinterviens dans un deuxième temps de travail, plus de suivi de projet ou
à l'écoute des étudiants, où ils m'expliquent ce qu'ils veulent faire et je relaie ou j'aide du mieux que je peux pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont envie. Donc c'est à la fois pour servir des projets, pour par exemple des projets orientés design, mais ça peut être aussi tout à fait artistique, mais c'est vraiment du coup un accompagnement, en plus d'être un enseignement sur mesure. Et c'est la particularité voilà, peut-être de notre prépa, c'est d'avoir depuis 2 ans donc l'enseignement de la céramique, qui devient une pratique plasticienne, parce que vous tordez le cou du coup à ce qu'on a dans la tête, c'est-à-dire le présupposé de la poterie, de la terre. Non, c'est pas ça. Ça devient une pratique plasticienne à part entière. Et vous vous l'appropriez totalement. Que ça aille vers le design ou l'art. Le terme que tu viens d'employer, Mathieu, sur mesure, je crois que c'est le propre de la pédagogie. J'ai envie de dire que voilà, c'est à chaque fois tout cours qui est initié est une impulsion. J'ai envie de dire qu'il y a un tronc commun de départ, mais après, et du sur-mesure. C'est-à-dire que. Mais c'est pas à la carte, c'est sur mesure. C'est sur mesure, mais c'est pas à la carte. C'est-à-dire qu'après, voilà, on va toujours respecter l'authenticité des élèves. C'est-à-dire que c'est pas de les pervertir à réciter ou à devenir des récitants d'un texte trop bien appris, mais garder vraiment quelque chose d'authentique chez eux et de faire des propositions qui vont en fait s'adapter à et faire émerger cette singularité qui est là chez eux en fait. On est là pour faire advenir des choses qui sont là, les révéler, voilà, pour que d'autres, en fait, après, en disposent. On fait le passage de relais, en fait, après, auprès d'autres écoles, d'autres équipes. Mais voilà, pour mettre des gens qui vont être disponibles pour de nouveaux apprentissages, de nouveaux échanges, de nouvelles rencontres. Mais voilà, on intercède autre chose, mais on n'est pas là pour en effet formater. Non, on est plus là pour révéler comme tu dis, des disponibilités, des appétences, des dispositions, potentialités. J'aime bien le mot potentialité, puisqu'en fait, on est sur à la fois des acquis, mais c'est aussi des choses en devenir. Donc, c'est en ça que ce n'est pas un formatage. C'est-à-dire que le résultat présenté dans les dossiers est ce qu'il est, mais il est toujours en devenir. Il ne faut pas oublier que les dossiers de concours ne sont que des dossiers de concours. Ce qui est le plus important, c'est les pratiques qu'il y a à l'intérieur et qui doivent donner envie au jury de se projeter et de vous prendre dans leur école. Donc, c'est pour ça qu'on parle de potentialité. Et on essaye, en tout cas, de respecter ça. Ce n'est pas la Star Academy non plus. On n'est pas là pour révéler des talents qui seraient cachés, pour faire de vous des stars, etc. Non, c'est un échange réciproque. C'est à partir de ce que vous faites. Nous, on est réactifs. Enfin, nous, en tant que professeurs, en tant qu'enseignants, on est réactifs, on s'adapte, on réfléchit avec vous. Mais la base principale, l'impulsion vient de vous. Nous, si vous voulez, bien sûr, vous avez des cours à l'emploi du temps, mais comme disaient les élèves, cet emploi du temps se complémente avec des recherches personnelles, des recherches individuelles, qui cela viennent d'eux. Donc, si vous voulez, nous, on lance un petit peu on lance la machine en début d'année, et après, tout le reste, c'est les élèves, les étudiants qui le construisent. Alors, j'ai une question dans le chat, donc ce sera... Julie ne pourra pas y répondre. Donc, la question, c'est dans combien d'écoles prépa avez-vous postulé? Est-ce que vous avez tenté plusieurs prépas? Moi, j'ai postulé pour 4 prépas. 4 prépas. J'ai postulé pour la prépa de la mairie de Paris, la prépa de Lyon et la prépa de la Aide, c'est l'école des beaux-arts de Genève. Donc voilà. Ok. Elia, vous avez tenté plusieurs prépas? Oui. Moi, j'ai tenté 3. J'ai postulé pour prépa de Belfort, Angoulême et Cherbourg. Heureusement, j'étais pris dans les 3 et après, vous avez forcément choisi la meilleure. J'ai choisi Cherbourg parce que quand je me disais dans le séance de matin, comme j'étais loin un peu, le site de la prépa, dans le site de la prépa, il y a des détails très précis sur les concours pour l'année prochaine. Du coup, ça me rassure beaucoup pour choisir cette prépa. Tout à fait. Je ne vais pas dire le contraire, mais j'en suis complètement convaincu, d'accord.
Mathieu, je me permets juste, Oui. à titre un peu statistique, hein, si je ne dis pas de bêtises, pour ce qui concerne notre prépa, on a à peu près chaque année une centaine de candidats à la classe préparatoire et vous en retenez 40. Alors, non, Julie, je vais te contredire. Là, Ah, chouette! ça, c'était il y a 2-3 ans. Oh là là. Et là, on était à peu près 190 candidats. Waouh, ok. Et c'est l'effet Covid, en fait. Que, beaucoup de gens ont candidaté partout, puisque c'était possible de le faire à distance. Donc, tout le monde a eu raison. Donc, j'invite tous les candidats à tenter leur chance dans plusieurs prépas, si possible, publiques, mais ça, voilà. Et puis, bien sûr, à tenter aussi des concours de première année, puisque le but, c'est d'aller dans le supérieur. Donc, peut-être que vous êtes déjà prêts. Et puis oui, moi je sais que dans les prépas, nos élèves cette année, certains étaient déjà prêts, mais il en manquait quand même un petit truc pour le concours. Donc c'est vrai que voilà, la prépa a joué son rôle, c'est de faire émerger, de mettre au jour une réelle envie. Voilà pour ça. Une autre question. Combien d'heures de travail avez-vous en dehors du temps de classe? Hyper variable. En fait, Autant qu'on veut. logiquement, l'école ferme à 22h. Donc, au début de l'année, vraiment, on avait du temps. On finissait à 18h et après, on avait jusqu'à 22h pour travailler. Donc, après, c'était un peu aléatoire, c'était selon les projets, etc. Et puis en début d'année, on ne mesure pas en fait ces besoins. Oui, aussi. On travaille beaucoup dans le cadre du cours et puis pas beaucoup après. Mais là, en ce moment, on est bien d'accord que c'est très très frustrant de fermer l'école à 18h. Oui, mais c'est frustrant tout court. C'est frustrant tout court. L'année étant répartie en 3 temps, au début de l'année, on ne se rend pas forcément compte que ça va être le rush à la fin, que en fait, on va avoir plein de trucs à faire, plein de trucs à gérer, que ça va être vraiment, vraiment très intense. Du coup, au tout début de l'année, comme on découvre un petit peu, qu'on fait pas mal de nouvelles pratiques, on se dit bon, ça va. Voilà. Ça va. On les croit pas au début. On les croit pas au début. Au début, on se dit 22h. Bon, c'est un peu abusé, peut-être pas 22h quand même. En fait, c'est quelque chose qu'on. C'est maintenant que l'école est fermée à 18h. Ouais. Quand on l'a plus, c'est là qu'on se rend compte que ça nous manque. Quoi. On aimerait bien. Ouais. Non, c'était pas mal. Ouais. L'école ouverte jusqu'à 22h, c'était vraiment. Mais c'était avant. C'était avant. Et oui, mais après, le nombre d'heures de travail en dehors des cours, c'est vraiment très variable. Ça dépend de chacun. Il y a des gens qui sont super productifs, qui produisent 10 000 choses comme ça d'un coup, comme ça, très bien. D'autres pour qui il faut plus de temps. Donc après, chacun gère son temps un peu comme il veut. Après, il y avait un conseil aussi, justement, de Magali. Un conseil de travailler vraiment à la prépa, de ne pas trop faire ça, de ne pas trop travailler chez soi, de pas... Moi, ça m'a un peu aidé à mettre un cadre aussi, de me dire que, justement, comme on a beaucoup de temps de recherche personnelle, de travailler qu'à la prépa. Alors, je me permets, Lilith, du coup, c'est vrai que les années précédentes, mais vous savez, nous aussi, on apprend beaucoup dans l'équipe, les temps de recherche individuels, bon, c'était un peu où on voulait. Et encore une fois, comme pour les recherches documentaires imposées, nous imposons les recherches individuelles dans l'école entre septembre et décembre. En janvier, ça commence à s'alléger en fonction des projets, puisque vous avez peut-être des projets à l'extérieur. Vous avez peut-être des achats de matériel, puisqu'il y a le couvre-feu à 18h. Bon, bref, vous voyez, il y a des petits arrangements, toujours au service de vos pratiques. À propos de temps de travail, je vais... Ouais, on va répondre à la question après, mais là, vous voyez, ici au milieu, on a Jeanne qui est là et qui a monté la super vidéo que je vous conseille tous d'aller voir avec nos témoignages d'élèves. Donc peut-être que Julie peut renvoyer le petit lien vers la vidéo. Alors on a Niels qui a peut-être... Alors on a... Ouais, allez-y, pas Niels. sur ça, mais je pense que comme normalement l'école ferme à 22h, n'hésitez pas, si vous êtes pris bien sûr, à venir, même si vous n'avez pas de projet, à venir à l'école, vous rentrez à votre appartement, vous mangez et vous venez. Tout à fait. Vous allez parler avec d'autres élèves, ça va peut-être vous donner l'inspiration ou la motivation de prendre un chevalet, une toile et commencer à peindre, ou pas du tout, mais juste parler avec des camarades, ce qui peut être très intéressant, on apprend.
Et de fait, elle est bien votre intervention parce que du coup, on a vraiment l'ambiance d'un campus d'étudiants. Alors, je réponds pour le coup à la question, êtes-vous logé dans la prépa? C'est pas dans la prépa, mais c'est à 2 minutes à pied en marchant lentement. C'est-à-dire qu'on a les résidences de chambres étudiantes de la société privée HLM. Bah, vous pouvez peut-être en parler. Enfin, après, on n'est pas là pour faire de la publicité. Mais en tout cas, ce sont des logements étudiants à proximité. Vous avez toutes les commodités. 13 mètres carrés, tout compris. 15 mètres carrés. Vous avez une cuisinette, une salle de bain, des toilettes. Et puis, au rez-de-chaussée, vous avez une machine à laver. Il y a une laverie, c'est ça? Vous avez un coin vélo, des boîtes aux lettres. Bon, normal, quoi. C'est vraiment une résidence étudiante. C'est vraiment une résidence Après, étudiante. pendant le confinement, on peut travailler là-bas aussi parce que il y a quand même un peu des espaces, pas trop, mais... Mais oui. Moi, je pense que c'est grand, la chambre. Oui, parce que En comparaison avec d'autres résidences étudiantes, c'est grand, notre chambre. Généralement, c'est Tout à vraiment fait. petit. Pardon? Tout à fait, tout à fait. Et vous avez droit aux allocations de logement, bien sûr. Peut-être un dire pour les bourses. Ah, alors, Mia veut parler des bourses Non, d'études. parce que c'est un truc dont on ne parle pas Tout à souvent, fait. mais il y a plein de personnes qui pensent qu'ils n'auront pas le droit aux bourses. Vous voulez pas faire 2 ans de prépa non plus, vous? Non, pardon. J'aime bien, mais peut-être pas. Alors, les bourses d'études, allez-y. Il faut savoir que quand on est étudiant, c'est beaucoup plus facile dans le supérieur d'être boursier. Même si c'est des toutes petites bourses, il y a moyen d'avoir des aides. Et là, c'est le moment de commencer à faire son dossier social étudiant. Du coup, s'il y en a qui ne sont pas sûrs d'être boursiers, faites quand même la demande, faites une simulation pour être sûr, parce que par exemple, pour l'achat du matériel ou pour des réductions pour les logements, pour toucher les allocations, c'est super important. Donc, voilà. Même pour les écoles. Et pour les écoles, après, en prépa, ce n'est pas le cas, mais par exemple, c'est certaines écoles qui, si vous êtes boursier, ne vous feront pas payer les frais de concours ou feront des frais de scolarité moins élevés. Donc les frais de scolarité, c'est 660 €. 660 €. Et les frais de concours, enfin pas de concours, mais d'admission, frais de dossier d'admission pour entrer en prépa sont gratuits. Voilà. Et donc, si notre classe prépa permet à nos élèves d'avoir les bourses, parce qu'elle est agréée par le ministère, donc par l'État. C'est-à-dire que c'est une formation qui est validée, qui est reconnue. Et donc, ça, c'est important aussi de le dire. Et toutes les classes prépa du réseau APA, donc les classes prépa publiques, sont agréées. Voilà, donc ça garantit la qualité d'enseignement. Alors, il y a d'autres questions. Oui, alors, j'ai perdu le fil. Est-ce que vous auriez des exemples de sujets ou de réalisations faits par les élèves? Alors, on peut ramener nos travaux. Alors, ça va être compliqué, mais ce que je peux faire, c'est partager l'écran à nouveau. Et alors, attendez, je reviens, je suis perdu parce que mes pages sont cachées. Voilà, sur le site de la prépa, vous avez donc cet onglet Instagram et blog et vous pouvez voir donc les pratiques de nos élèves. Alors, donc c'est une réponse de Normand, j'en ai tout à fait confiance. Là, je ne vais pas vous donner de sujet parce que le principal, c'est vos pratiques personnelles. Le cadre d'enseignement est une chose, l'impulsion pédagogique est une chose. Ce qui est le plus important, ce sont les pratiques des élèves. On peut bien vous donner un sujet de concours. C'était le sujet de concours numéro 1, c'était Deadline. Et le sujet de concours numéro 2 pour l'épreuve plastique, c'était voilà. Donc ça, c'est pour les épreuves plastiques. Après, pour les épreuves écrites d'anglais l'entretien, il n'y a pas de sujet. On essaye de varier les modalités à chaque fois pour les concours. Alors, sur ce point, avant de répondre à d'autres questions, j'arrête de partager l'écran. Je précise qu'il y a 3 concours blancs, ce qui permet aux élèves de pouvoir aborder les vrais concours avec sérénité. Voilà. Comment ça s'est passé? Alors,
pour... on a des enseignants qui travaillent, qui parlent de Kiki Smith derrière. Du coup, ça m'a coupé la chic, je ne sais plus. Oui, alors Jeanne, est-ce que vous pouvez nous parler puisque vous sortez là d'une semaine de concours blanc, comment ça s'est passé? Deuxième concours blanc de l'année, donc. Déjà, le premier, c'était pendant les vacances de Noël. Donc, j'avais donné le sujet des preuves plastiques pendant les vacances de Noël, à restituer le jour de la rentrée, je crois. Voilà, et là, donc, c'était à l'école, sur une semaine. Pour l'épreuve plastique, on avait, qui était donnée lundi, on avait 3 jours pour la rendre. Et c'est un peu d'organisation. Et puis c'est vrai que du coup, ça nous prépare et ça nous met dans les conditions pour les concours. Donc après, on a un entretien aussi. Un peu, du coup, on se met dans l'ambiance pour un entretien avec des jurys de Future École et donc avec des professeurs. Et donc, on essaie de défendre notre projet. Et vous réussissez, Jeanne. Et ensuite, là, on a montré du coup notre dossier numérique aussi. Alors oui, vas-y, je reprends ça après. Oui, et on avait donc une épreuve écrite de commentaires d'œuvres et une épreuve d'anglais oral de 10 minutes où on devait présenter 3 de nos projets. Donc, ça va, dans l'ensemble, ça va parce que au fur et à mesure de l'année, quand même, on est amené à s'organiser dans notre travail, tout ça. Donc, ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est bien passé. Donc, je reviens sur les modalités de concours blanc. Oui, donc on essaie d'imiter les modalités de concours des écoles. Et je propose différentes formes, donc épreuve à domicile, épreuve sur place, longue. Donc là, lundi dernier, c'était 6 heures. Et puis après, vous pouviez continuer le mardi, le mercredi, puis venir avec votre épreuve plastique avant votre oral. En anglais, c'est soit un QCM, soit une épreuve orale. L'épreuve écrite, c'est soit 1h30, soit 3 heures. Donc, on varie les plaisirs pour passer les concours en connaissance de cause. Donc voilà, je reviens aussi sur la question du dossier numérique. Cette année, nous avons imposé, parce que nous sommes des gens très, très autoritaires, nous avons imposé le dossier numérique pour tous nos élèves pour qu'ils puissent avoir donc toute la matière nécessaire à présenter pour les concours a priori dématérialisés. Parce que je peux vous assurer que l'année dernière, c'était compliqué puisque la moitié de nos élèves n'avaient pas de dossier numérique. Voilà, parce que les dossiers numériques sont exigés par les grandes écoles qui imposent une présélection, donc un dossier d'admissibilité. Mais là, cette année, donc c'est 100% des élèves qui ont un dossier, même les élèves qui portent leur candidature vers les arts appliqués. Mathieu ? Oui, pardon. Excuse-moi, je me permets juste une petite interruption. Je vais vous quitter pour aller préparer Oui, c'est l'heure. Voilà, la conférence suivante. Vous avez encore 11 minutes qui sera dédiée justement au concours d'entrée en première année d'études de l'ESAM et puis à cette première année d'études. Donc, je vais mettre fin à l'enregistrement, mais je vous laisse bien sûr continuer à échanger avec les personnes qui sont avec vous. Je vois qu'il y a encore une question dans le chat, notamment par rapport, bien sûr, aux entretiens d'admission. Merci à vous. Bon après-midi. Et salut Julie. Portez-vous bien. Ouais.